Premièrement, oui, à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, c'est une école d'agriculture. On a deux beaux programmes en horticulture. On fait de la formation continue, on fait plusieurs formations au niveau collégial et je vous invite là, à venir voir notre institution. Biophilie et phytotechnologie, ça fait longtemps que je veux en parler et je vais tenter de vous faire le lien avec un petit peu de science. Et bref, vous pourrez me poser toutes les questions là, à la fin. La biophilie, c'est, ça désigne l'attrait inné des êtres humains pour la nature et le vivant. Présentement, les principaux domaines d'application de la biophilie, elle est beaucoup utilisée en architecture, en santé, en éducation, en urbanisme, pour le design intérieur, pour le tourisme, l'hôtellerie, le commerce de détail, l'architecture de paysage et l'aménagement paysager, et également en horticulture. Formée là, de la racine grecque bio, qui veut dire la vie, et du suffixe philie, qui veut dire aime, la biophilie, ça signifie l'amour fondamental des humains pour le vivant. C'est un amour qui est inné et universel. Le terme biophilie a été initié par le psychanalyste américain Eric Fromm dans les années 60 et il a publié un ouvrage qui s'intitule Le cœur de l'homme. Par la suite, mais le concept a été largement élaboré là, par le biologiste Edward Wilson, qui a publié le livre Biophilia. Et Edward Wilson, c'est pas n'importe qui, parce que c'est le père du mot biodiversité. Nous avons psychologiquement besoin de contact avec la nature et le vivant. Dans mon introduction, je disais que je voulais parler un peu de science. C'est certain que j'ai juste 1 heure pour parler, alors que je pourrais faire 3 jours là, sur la thématique. Mais avec cette petite diapo, je voulais vous montrer là, qu'il y a énormément de références, et surtout en sciences sociales, parce que ça touche la psychologie. À cet effet, il y a un document qui est extraordinaire. Vous pouvez aller voir The Economics of Biophilia, qui est sur Internet du groupe Thérapin. Et je vous ai fait juste des petites captures d'écran de quelques quel lien qui peut donner avec plusieurs références là, sur les bienfaits de la biophilie. Dans notre société moderne, on souffre de privation de nature. Il me semble qu'on pourrait faire mieux. Moi, je souffre de privation de nature quand que je suis dans cet environnement-là. Malheureusement, ces environnements nous entourent et ont un grand effet négatif sur nous et beaucoup dans les quartiers pauvres. Dans les quartiers pauvres, il y a très peu de végétalisation. Jusqu'à tout récemment, dans l'humanité, le développement a été guidé par nos interactions sensorielles avec la nature. Et notre cerveau s'en souvient. Si on prend du recul, l'être humain a une nécessité biologique de contact avec la nature. Et d'où ça vient? Ça vient de notre origine. L'être humain a pour lieu d'origine la steppe et la forêt claire d'Afrique. Comme je vous ai dit, notre cerveau s'en souvient. L'impact de la nature sur nous est fort. Le contact avec la nature est donc nécessaire à notre santé psychologique, mentale et sociale. Cette connexion agit sur notre bien-être, notre productivité et nos relations en société. Les avancées en neurosciences, là, présentement, démontrent clairement que le contact avec la nature est indispensable à la santé.
ici, on voit un toit végétalisé en pleine ville. Et je vous ferai remarquer qu'il y a beaucoup de fenêtres qui ont un accès visuel à ce toit. On ne se tanne pas de regarder la nature. On vient, on sort de la nature, on a besoin de la nature. Il y a plusieurs avantages biophiliques. Je vais vous en résumer que quelques-uns. Ici, on voit une phytotechnologie. Sur le lieu de travail, bien, l'avantage biophilique, si on est en contact avec des éléments qui nous rappellent la nature, mais ça peut réduire l'absentéisme de 15%. Ça peut améliorer, dans certains cas, le traitement des appels de 6 à 12%. Ça peut augmenter la performance selon les conditions, selon les domaines, selon les entreprises, de 10 à 25%. Donc, les bureaux que vous voyez au-dessus de ce toit peuvent bénéficier d'un avantage biophilique. Et ce toit est une phytotechnologie. Sur le lieu de travail, eh bien, on voit que la biophilie augmente le bien-être de 15%, augmente la productivité de 6%, peut augmenter la créativité de 15%. En plus, ça permet de réduire la fatigue puis d'exécuter des tâches de haut niveau. Ici, on voit un bureau. C'est une entreprise qui a utilisé la biophilie pour le bien-être de ses employés. C'est un cadre biophilique productif. Et si cette entreprise-là a misé sur ce design, c'est parce qu'il y avait une raison, la biophilie. En éducation, mettre les enfants en présence d'éléments naturels et la nature, ça accélère l'apprentissage de 20 à 26%. Ça peut améliorer l'assiduité de 3,5 jours par année. Ça veut dire que les étudiants vont être présents 3,5 jours de plus à l'école, et ça, c'est pas négligeable. Et ça peut améliorer les résultats scolaires de 5 à 14%. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, la biophilie, c'est important. Si je fais un lien avec les toits végétalisés, mais regardez, il y a une étude qui montre que 40 secondes après avoir vu un toit vert, bien, ça a des effets positifs. Il y a un essai qui a été fait, une recherche, et qui montrait qu'après une pause, là, pour ces 150 étudiants, une petite pause de 40 secondes à regarder un toit végétalisé par rapport à un autre groupe qui regardait un toit bétonné ou ordinaire, bien, leur niveau de concentration avait augmenté de 6%. Oui, c'est appliqué à certaines écoles, la biophilie, dans plusieurs endroits. Ici, on voit là une école au Vietnam qui a mis en application cette approche-là de contact avec la nature. Ici, c'est une entreprise québécoise et on voit une vue sur la nature. Donc, ça favorise le bien-être et la productivité des gens qui y travaillent. Maintenant, un autre exemple, puis je vais arrêter avec l'hôtellerie. Mais l'hôtellerie, un client peut passer plus de 36% de temps dans le lobby. Un lobby qui est l'entrée là, qui est biophilique. Donc, je ne veux pas être mercantile, mais pour un hôtel, à cet endroit-là, ils ont souvent beaucoup de choses à vendre. Le taux d'occupation également là, des chambres qui ont une vue biophilique, exact. Par exemple, là, sur de l'eau, ça pourrait être même sur un parc, ben, ils ont une augmentation là, du taux d'occupation de 11 à 18%. Les endroits, les hôtels qui utilisent la biophilie puis qui optimisent la biophilie ont un taux de réservation plus fort. C'est un investissement assurément réfléchi pour plusieurs.
Ici, ben, c'est un exemple bien québécois et montréalais parce que c'est sur le toit de l'hôtel Bonaventure à Montréal. C'est très biophilique. Je vous recommande d'aller le voir si vous ne l'avez jamais vu. Donc, l'impact biophilique, je ne peux pas vous en parler en détail en 1 heure. Je vais vous parler de beaucoup de choses, mais sortir tous les chiffres et tout ça, je vais vous endormir. Mais le groupe Thérapin a remis à jour un document, The Economics of Biophilia, cette année. Et cette petite diapo qui est trop petite, je m'excuse, résume les bienfaits de la biophilie dans les bureaux, dans les écoles, dans les commerces de détail, dans les hôpitaux, dans les lieux touristiques, les hôtels, et également pour le bien-être des communautés, parce que d'abord et avant tout, la biophilie, qui est très en lien avec les phytotechnologies, et si ça améliore la santé publique, bien, ça a des bénéfices qui sont très rentables pour une société. L'approche biophilique, ça se divise en 3 catégories. La première des catégories, c'est la nature dans l'espace. Donc, il faut avoir un contact avec la nature et les systèmes naturels. Également, on peut y faire l'analogie naturelle. C'est l'utilisation de références de la nature là, dans des représentations de celle-ci. Donc, ça peut être des dessins, ça peut être des formes, ça peut être quelque chose qui est non vivant, mais on y fait référence. Et également, il y a la nature de l'espace. Lorsqu'on crée des endroits, lorsqu'on crée des aménagements, bien, c'est d'essayer d'imiter des caractéristiques spéciales d'environnement naturel pour susciter puis renforcer les réponses humaines positives face à notre amour inné pour l'environnement et le naturel. Je vais vous parler des avantages biophiliques. Les avantages de la biophilie, bien, premièrement, il y a une réduction de stress. Être en contact avec des éléments naturels nous permet de réduire la pression artérielle, de maintenir un sentiment de bien-être. Également, ce contact-là a un effet pour nous de restauration psychologique, une restauration de nos capacités cognitives. Ça veut dire que je suis dans un environnement biophilique, je suis surchargé, je prends une petite pause et je peux revenir à 100% plus vite dans mes tâches à exécuter parce que je suis dans un environnement qui est restaurateur pour mon cerveau par rapport à être dans un sous-sol gris sous des néons artificiels. Également, ça permet d'avoir des fonctions cognitives améliorées. Donc, on peut avoir une augmentation de la productivité et de la performance. Ça nous permet de stimuler notre créativité et l'inspiration. Donc, vous voyez que tous ceux qui sont propriétaires de commerces, d'entreprises ou les agences gouvernementales, bref, pour prendre soin de ces ressources humaines, assurément que c'est très payant d'y intégrer la biophilie dans leur lieu de travail. On a également la suite là, aux fonctions cognitives améliorées. Ça stimule la motivation et l'enthousiasme à la tâche. Et ça permet de maintenir une meilleure capacité de concentration et d'endurance mentale. Dans les avantages de la biophilie, il y a également un aspect important qui est la propension aux émotions et attitudes positives. Dans les lieux urbains où on a vu qu'il y avait beaucoup de violence, intégrer les végétaux, végétaliser, mettre des aménagements plus naturels, ont prouvé qu'il y avait une réduction de violence dans ces quartiers-là. Donc, ça touche vraiment l'humain. Ça réduit également les activités criminelles. Les gens ont plus de plaisir, plus de bonheur et plus de résistance face à l'épuisement. Je le sais, ça paraît trop beau pour être vrai, mais c'est ça. Également, si on revient un peu dans l'éducation, ben, les avantages de la biophilie,
permet une hausse du taux de l'apprentissage, puis une meilleure capacité de guérison en milieu hospitalier. Je vous montre toutes sortes de photos, mais beaucoup de photos sont prises ici au Québec pour vous dire qu'on l'applique. Par exemple, ici, c'est une photo qui a été prise au pavillon horticole éco-responsable de l'ITAC. Et le pavillon, bien, il y a 3 classes pour les élèves, les étudiants. Dans ce pavillon-là, il a été construit et conçu avec des principes, en appliquant des principes de biophilie. Des vues qui soignent, oui. Tout a commencé avec une étude en 1984 où on a fait la démonstration que les patients bénéficiant d'une vue sur la nature, au lieu d'un mur quelconque, et là, la vue, c'était vraiment un poster sur un mur, bien, sont sujets à des séjours plus courts à l'hôpital de 8,5 8,5 en sachant les coûts hospitaliers, c'est pas du tout à négliger. Ailleurs, on l'utilise. Donc ici, on voit, c'est un hôpital qui a été aménagé avec des principes biophiliques à Singapour. Si vous avez la chance d'aller à Singapour, j'ai hâte d'y aller. J'ai pas eu la chance, mais la biophilie, l'horticulture, les phytotechnologies sont énormément utilisées. Également, pour la restauration psychologique et les soins de santé mentale, ici, on voit que c'est une salle aux États-Unis, dans un centre de soins pour des patients qui souffrent de santé mentale et on y exploite la biophilie. On dit, est-ce qu'on exploite la biophilie et le contact avec la nature qu'ailleurs? Non. Ici au Québec, on a même une fondation, la Fondation Oublie pour un instant, qui finance des murs végétalisés et des projets de tables potagères pour les hôpitaux et des CHSLD pour justement faire le lien entre biophilie et santé. Vous connaissez tous le Shirin-yoku, qui est les bains de forêt. Les bains de forêt, c'est étudié, ça vient du Japon. Même le gouvernement au Japon peut euh, donner des prescriptions de bains de forêt. Une étude démontre que le taux de glucose lorsqu'on prend un bain de forêt, une marche en forêt, diminue là, avec l'exercice, ça diminue de 21,2 mais avec une marche forêt de 39,7 pour le même effort physique fait en forêt ou en ville. Les bains de forêt, mais ça permet de réduire la tension artérielle, d'abaisser le rythme cardiaque, de réduire la fatigue, de réduire les hormones, notre taux de production d'hormones de stress, entre autres, l'adrénaline et toutes les formes de cortisol, de réduire l'anxiété, la colère, de réduire la dépression, de réduire les états de confusion et d'augmenter les émotions positives. Et ça, c'est bon, là, puis prenez des notes. Ça permet également de diminuer la rumination. Donc, le simple fait là, de regarder là, des scènes de nature améliore l'attention et la concentration. Quand je dis rumination, c'est, vous savez tous, des fois, on part avec des idées qui nous tournent dans la tête et puis qui sont pas nécessairement des plus constructives. On marche nos affaires. Donc, un petit bain de forêt, une petite marche dans un parc ou être en présence d'éléments biophiliques, mais ça nous aide. Les enfants aussi, c'est extrêmement important que les enfants soient en contact avec les végétaux et des éléments naturels. Et pourquoi je parle d'éléments naturels et de végétaux? Parce que c'est au cœur des phytotechnologies, les végétaux. Donc, la nature sert d'environnement protecteur pour les enfants puis favorise leur développement. Il y a beaucoup d'études qui démontrent même qu'il y a des effets très positifs sur les gens qui souffrent de troubles de l'attention et d'hyperactivité. Il y a des villes qui intègrent même dans leur réglementation toutes sortes. Je le sais, je m'excuse, là, le tableau, là, il est invisible, mais c'est le document que je vous recommande d'aller voir et c'est le document dans lequel ce tableau est tiré. Beaucoup de villes vont intégrer des éléments de biophilie à l'intérieur de leur réglementation municipale, dont Toronto ici, et il faut favoriser ça.
Les villes, j'en parle parce que c'est important. Oui, nos villes peuvent être plus biophiliques. Et si vous voulez en apprendre, voir des cas, voir des exemples d'applications de biophilie en milieu urbain, je vous incite à aller feuilleter la revue que vous pouvez télécharger là, gratuitement sur le site de Biophilic Cities. Vous allez avoir là, une mine d'informations et vous allez avoir de nombreux exemples. D'ailleurs, le dernier numéro a sorti en mai cette année. Oui, les phytotechnologies, la végétation, c'est une solution d'avenir. Un petit rappel. La biophilie, pour l'intégrer à des projets, bien, ça se base toujours sur trois catégories. La nature dans l'espace, faire des analogies naturelles, puis la nature de l'espace. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples. Donc là, je vous montre un marais filtrant où je pense, et peut-être, là, je fais un petit clin d'œil, là, mais je pense que les principes biophiliques pourraient améliorer l'acceptabilité sociale de ce marais filtrant qui est en plein cœur d'une ville. Donc oui, la société ne peut plus se permettre d'ignorer les valeurs de la nature parce que la nature sert d'environnement restauratif pour l'homme. Bon, je vous amène ailleurs parce que c'est beau rêver. Ici, c'est un projet, c'est pas encore construit, mais c'est un projet qui intègre une vue biophilique basée sur les champignons en pleine ville, un projet là, qui pourrait prendre naissance à Sao Paulo. Dans les projets de phytotechnologie, on pourrait y intégrer les 14 modèles de conception biophilique. C'est très applicable. Et si on y intègre, mais ça peut donner une touche supplémentaire pour, entre guillemets, vendre ou faire accepter nos projets de phytotechnologie, parce que la biophilie permet d'améliorer la santé et le bien-être des occupants. Et il faut l'utiliser. Je reviens avec les modèles. Dans les modèles pour la biophilie, c'est toujours l'humain qui doit être en contact avec la nature ou des éléments naturels, mais c'est important dans le principe de la nature dans l'espace qu'il faut avoir un lien visuel avec la nature. Donc, vous voyez, on est à l'intérieur d'un édifice, on voit un parc. Ce parc-là pourrait être une aire de biorétention, pourrait être un parc de phytorémédiation. Il y a des liens monstres à faire avec toutes les phytotechnologies et le parc est déjà une phytotechnologie en soi comme outil pour abaisser les températures et améliorer la qualité de l'air en milieu urbain. Ici, des vues sur des éléments naturels. Beaucoup de bureaux, de fenêtres sont au-dessus des toits ou de certains espaces. Végétaliser les toits permet d'apporter des bénéfices biophiliques. Ici, c'est un toit. J'aimerais beaucoup avoir mon bureau, que ce soit ma fenêtre de bureau. Une percée sur le naturel, ça aide toujours à reposer le cerveau. Oups. Également, dans les modèles, avoir un lien avec la nature. C'est toujours là, un principe de nature dans l'espace, avoir un lien invisible. Un lien invisible, ça veut dire d'aller chercher d'autres sens que la vue. Ça peut être le son. Donc, des stimulations auditives, favoriser la présence d'oiseaux. Tactile, on peut favoriser la présence d'éléments qui vont être différents au toucher. Gustative, y intégrer des végétaux qui ont un goût, qui ont un parfum. Bref, faire des références non visuelles avec la nature, c'est très positif. Également l'eau. Le son de l'eau, c'est fantastique. Le son de l'eau, inconsciemment, ça nous dit qu'on n'aura pas soif si on revient à notre état animal d'origine. Ça nous dit qu'on n'aura pas soif et qu'on ne manquera pas de nourriture parce qu'à l'entour de l'eau, il y a toujours de la nourriture. Donc, comment intégrer le son et voir l'eau, mais le son de l'eau dans nos aménagements phytotechnologiques. Bien, on peut gérer les eaux pluviales en permettant d'y voir l'eau, puis en permettant
de peut-être, lorsque l'eau monte dans certains ouvrages, de pouvoir faire des petits bruits, de pouvoir y apporter des petites cascades, d'intégrer un autre aspect, l'aspect justement là, dans ce modèle-là, autre que visuel, pour avoir un son qui va nous apporter un bienfait biophilique. Un autre aménagement des eaux pluviales où on pourrait, à certains moments, exploiter l'eau. Également, dans les modèles, il y a la stimulation sensorielle non rythmique. Ici, c'est fait complètement artificiellement sur le musée là, à Québec avec des bandes, mais ça vient rechercher une stimulation un peu comme si on était sous un saule pleureur. Donc, c'est non rythmique, c'est la nature, mais ça bouge. Un autre effet, un petit oiseau qui arrive, un écureuil qui arrive et un petit oiseau qui vient à côté de nous, qui prend une petite baignade puis qui part. Mais ces liens-là du hasard et éphémère qu'on rencontre toujours dans la nature, si on est capable de les favoriser dans nos aménagements par l'invitation d'oiseaux, de vie ou autre chose, ça peut être aussi des petites choses artificielles, ben, ça apporte des bienfaits biophiliques. Le mouvement également. On n'est pas fait pour être dans un environnement encadré où il n'y a pas de mouvement. On vient de la nature et le mouvement fait du bien. Les graminées, dans tous les aménagements, peuvent être utilisés pour apporter du mouvement. Il peut y avoir également des éléments qui sont construits qui peuvent apporter du mouvement. Toutes sortes de façons. Ça peut être aussi y intégrer des courbes, mais le mouvement est important. Notre cerveau aime ça. Aussi, notre cerveau est habitué avec des variabilités thermiques. Donc, c'est bon de vivre avec des espaces ou des moments de la journée où on n'est pas à la même température. Si on fait des aménagements phytotechnologiques à l'extérieur, mais on peut y intégrer, selon les aménagements et selon les possibilités, des zones qui vont nous permettre d'avoir un peu de fraîcheur, un petit peu plus chaude et jouer avec des matériaux qui vont absorber ou qui vont réfléchir la lumière ou la chaleur. Donc, pour nous faire vivre des variabilités, des variations thermiques. Les changements subtils de température, puis du taux d'humidité ou du flux d'air sur la peau, eh bien, ça permet d'imiter et d'imiter la nature et on est très sensible. Donc, oui, ouvrir des fenêtres, être capable d'ouvrir des fenêtres dans une bâtisse, c'est excellent. Je reviens encore avec la présence de l'eau, où tantôt je disais le son est important, mais même si le son n'est pas là, juste visuellement voir la présence de l'eau, c'est apaisant. On n'aura pas soif. Notre instinct nous dit qu'on n'aura pas soif et il va y avoir de la nourriture. Est-ce qu'on peut mettre autant d'eau dans nos phytotechnologies? Eh oui, et la photo que vous voyez, mais c'est encore une phytotechnologie, c'est le toit de l'hôtel Bonaventure à Montréal, en plein cœur du centre-ville. Donc, si on veut faire des aménagements comme ça, on peut tout démontrer les avantages phytotechnologiques, mais pour les faire accepter, si on y additionne les avantages biophiliques de santé et également les avantages biophiliques point de vue économique, mais là, nos projets peuvent être acceptés plus facilement. C'est une condition qui améliore la perception des lieux à travers la vue. Oh, je m'excuse, j'ai été un petit peu trop vite. Non, c'est la présence de l'eau. Mais la présence de l'eau, en réalité, donne également un certain espace et nous permet d'avoir une meilleure perception du lieu. C'est un élément là, qui est essentiel. Qui est des plus importants, si on peut se le permettre, là, dans plusieurs aménagements. La lumière, c'est super important. Notre cerveau est très, 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 très sensible à
la lumière. Et si on est dans la nature, on va voir qu'il y a beaucoup de lumière là, qui est dynamique et diffuse. C'est-à-dire que on peut être en pleine lumière, comme on peut être à l'ombre, on a des textures, la lumière va être filtrée par du feuillage de la nature et il faut l'exploiter. Également, bon, les variations d'intensité, l'ombre, là, on peut mettre dans nos ouvrages phytotechnologiques, on peut mettre des éléments bâtis qui vont permettre de faire en sorte que sur le lieu, il va y avoir des variations de lumière. Et on peut également jouer avec ces variations de lumière-là avec des végétaux plus hauts, des arbres. Le lien avec la nature, là je suis toujours dans le principe de la nature, je suis dans le principe de la nature dans l'espace. Il faut avoir un lien avec la nature puis les systèmes naturels. Donc, s'entourer de nature. Les pro- euh, il y a une prise de conscience à prendre là, avec les procédés naturels, en particulier avec les changements saisonniers, temporels, qui caractérisent beaucoup l'écosystème. Nous, on est dans un système tempéré et on vit des saisons et notre cerveau aime ça. Dans plusieurs autres zones, il y a également des variabilités saisonnières. Donc, si on peut laisser des éléments alentour, comme ici, c'est un toit, c'est une cheminée, mais il y a un arbre. L'arbre va perdre ses feuilles, il va être en bourgeon. Le printemps, il y a de la visite des animaux. Ici, on voit là, un petit nid d'écureuil. Il va avoir ses fleurs, ses feuilles, et ensuite les feuilles vont tomber. Donc, vivre avec un visuel qui nous permet de voir les changements de saison puis les écosystèmes, c'est sain pour notre cerveau. Également, on peut faire, ça c'est un autre principe, c'est des analogies, le principe d'analogie naturelle. Ça veut dire qu'on va faire des liens, ça peut être artificiel, avec la nature. Comme ici, on voit, c'est tout simplement une structure qui a été ajoutée, mais qui est naturelle, qui nous rappelle un nid. On donc, faire des références symboliques là, à des dispositions tracées, à des motifs ou des textures qui sont courants là, dans la nature, c'est positif pour notre cerveau. Ici, c'est un parc qui a été, je vois, la petite référence, là, c'est encore une fois à Singapour, ça existe pour de vrai, là. C'est un jardin botanique qui a exploité au maximum le visuel et la biophilie. Voici là une vue, Garden by the Bay, voici une vue aérienne de cet endroit. Aussi, ben, quand on veut faire des liens avec la nature, c'est très utilisé en architecture. Ici, on voit l'Opéra de Sydney qui a été basé et inspiré sur la forme de coquillage. Également, avec l'analogie, avec la nature, il faut faire des liens avec des matériaux naturels. Donc, on voit et on comprend mieux pourquoi on aime le bois. Tout le monde aime le bois. On voit des planchers de bois, on voit des comptoirs en bois, on voit des vieux bois usés par le temps et on aime ça parce que ça nous rappelle la nature. Ici, si je parle de matériaux naturels, là, je vous ai fait un exemple en lien avec les phytotechnologies. À droite, on voit que cet ouvrage de gestion des eaux pluviales, avec l'intégration de roches, qui est plus naturelle, a un impact biophilique plus positif que celui de gauche, où c'est plus artificiel et on y voit moins d'éléments naturels. Donc, dans les ouvrages, si on veut qu'ils soient plus facilement acceptés et positifs sur les habitants, les gens qui vont vivre à côté de ces ouvrages-là, les municipalités, tout ça, il faut y apporter des éléments naturels. Donc, les matériaux et éléments naturels qui, à travers une petite transformation minime, là, reflètent le milieu naturel et ou la géologie locale, permettent d'apporter du bien-être à la population qui bénéficie de ces ouvrages-là. Notre cerveau aime la complexité
et l'ordre. C'est encore dans le principe d'analogie là, naturelle. Complexité et l'ordre. Ici, on voit, bon, une sorte de brocoli. C'est fascinant. On le voit partout, notre cerveau aime ça. On regarde et on est fasciné par ça. Donc, c'est une information là, qui est sensorielle riche. Et ça a l'air d'une hiérarchie spatiale là, qu'on peut revoir dans la nature. Ici, à la structure, on peut voir, là, ça peut nous faire penser à des feuilles, des vaisseaux vasculaires. Les bancs, ici, c'est une forme organique. Ça nous fait penser à quelque chose qu'on pourrait voir dans la nature. C'est important. Également, l'humain aime être protégé et aime avoir une vue dégagée. Donc, la perspective est importante dans les ouvrages qu'on réalise. Ici, on le voit, là, un plan focal dans les jardins français, ça a été beaucoup utilisé. Et ça, on est rendu là, dans le principe de la nature et de l'espace, là. Donc, dans l'espace qu'on crée, on va utiliser la nature. Je reviens à la steppe africaine où il y a l'origine de l'homme. Ben, il y avait des bosquets, des petites forêts, mais c'était des très ouverts. Donc ici, on a exploité ça. C'est un lieu qui est ouvert. Et pourquoi on est confortable quand c'est ouvert par rapport à une forêt dense? Ben, c'est parce que on va voir le prédateur arriver avant qu'il nous mange. Donc, on se sent un peu plus confortable. Là, vous allez me dire, ben oui, mais la perspective dans les phytotechnologies, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut très bien utiliser cette notion-là de perspective dans des parcs ou d'autres ouvrages. Ici, par exemple, je donne un exemple là, de parc de phytorémédiation qui peut servir de lieu de restauration cognitive pour les citoyens et également de site en phytorémédiation. Le refuge, on aime avoir le refuge, on se sent bien et protégé, donc c'est important, cette notion-là. Ici, on le voit, il pourrait avoir, dans cette architecture-là, c'est l'abbaye Val-Notre-Dame, les moines qui étaient là à l'abbaye d'Oka avant, mais ont un nouveau site depuis plusieurs années, mais ils ont un site là en plein boisé là maintenant, et on le voit, ils ont fait un refuge, ils ont une cour intérieure, ils ont aménagé l'extérieur. Cette cour intérieure-là pourrait être une phytotechnologie et une zone de gestion des eaux pluviales. Et tous ces aménagements-là de refuge pourraient être également des aménagements pour réduire la température en milieu urbain. Le mystère, on aime le mystère. On aime découvrir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on va avoir un petit peu plus loin. Ici, il y a un petit chemin. On se dit, oh, j'ai le goût de le prendre, j'aime ça aller là. Donc oui, on aime la perspective, mais on aime également pouvoir prendre des chemins et pas tout voir nécessairement d'un coup. Donc, dans nos aménagements où on utilise pour les phytotechnologies des végétaux, on peut favoriser également là, ce modèle-là, y intégrer le mystère pour pouvoir rendre cet ouvrage-là plus intéressant, point de vue santé publique pour ceux qui vont vivre à côté. Le risque, on aime également le risque. Le risque, c'est toujours un principe dans la nature et l'espace. Je vous montre une petite photo ici. On se souvient tous qu'on a aimé là, sauter d'une roche à l'autre sur un ruisseau quand on était jeune. Il y avait un risque qu'on aimait. C'était excitant. Bon, tout pas si dangereux que ça. Donc, ça, on aime ça. C'est sécurisant, mais il y a un petit côté risqué, puis on aime ça. Bon, comment l'expliquer? Ben, c'est difficile, mais regardez. Là, il y a un petit risque, mais il n'est pas du tout. C'est le risque sans risque, là, et c'est une œuvre d'art là, qui exploite là, cette notion-là. Donc, nous avons besoin de la nature. Ça, c'est hors de tout doute. De plus, les aménagements, et ça on peut l'adapter à nos phytotechnologies, ben, les aménagements d'aspect naturel sont plus efficaces. L'observation de paysages naturels, donc, qui nous rappellent la savane, et ici on voit, c'est l'aménagement là, très connu là, à New York, là, Highline, le parc. Donc,
on va avoir une réponse psychologique plus positive face à des aménagements d'aspect naturel par rapport à des aménagements là, très contrôlés. On pourrait dire, par exemple, là, en horticulture, des aménagements là, très contrôlés de style ancien français là, où c'était que des symétries de couleurs. Ici, on voit un peu un exemple d'un aménagement qui a un aspect naturel et qui pourrait être très bien un aménagement de gestion des eaux pluviales. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'aspect naturel et des idées et comment jouer avec les végétaux là, dans des aménagements, il y a un magnifique livre qui s'appelle Planting in a Post-Wild World et je le recommande à tous parce que la notion y est bien expliquée. Et c'est des notions applicables dans les phytotechnologies. Ici, on voit, on peut gérer les eaux pluviales et on peut, c'est déjà exploité dans cet ouvrage-là l'aménagement un peu plus naturel, mais si on est conscient des aspects et de l'impact biophilique, ben, c'est une touche de plus qu'on peut apporter à nos projets. Et aussi, c'est l'aspect naturel. C'est un ouvrage qui est à Montréal. Il y a deux excellents documents sur la biophilie puis leur application. Ils sont disponibles sur le net. Incidence globale du design biophilique sur l'environnement de travail. Il y a Économie de la biophilie. Économie de la biophilie, il y a un document qui est en français. Vous pouvez le consulter et ce document-là vient juste d'être mis à jour. Il y a une deuxième édition qui a été mise à jour en 2023, mais qui n'a pas été traduite encore en français, mais est disponible par le groupe Thérapin. Vous pouvez aller le voir sur Internet. Les notions de biophilie là, sont beaucoup appliquées en architecture puis en design d'intérieur. Il faut aller s'en inspirer pour nos phytotechnologies. Aussi, bien, dans les certifications, dans la construction, les certifications qui viennent, les certifications environnementales, mais une des certifications qui pousse le plus loin ce que devrait être l'architecture et l'intégration et avoir une construction là, qui est anthropique, là, qui est la moins néfaste sur l'environnement. Il y a le Living Building Challenge. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme une certification LEED, mais beaucoup plus poussée. Et là, vous pourrez aller voir là, le tableau là, sur Internet. Là, on voit qu'avec ces certifications-là, qui vont être des certifications du futur, mais on pousse plus loin. Et là, si on va avoir vraiment là, la plus grande là, des certifications là, pour un bâtiment, un lieu, l'aménagement, euh, du Living Building Challenge, mais si on regarde les critères, ben, dans ces critères-là, il y a énormément de critères qui se rattachent à de nombreuses phytotechnologies. Désolé là, que ça soit si petit, mais vous pourrez aller le voir. Et bien entendu, mes deux petites flèches pour faire un lien avec la biophilie, parce que la biophilie est nommée dans ces critères de certification comme un élément qui apporte le bien-être des occupants. Ici, c'est à Portland, un aménagement qui est important, un aménagement biophilique. Un toit végétalisé, la biophilie, les phytotechnologies, ça va ensemble. Donc, les phytotechnologies et la biophilie, comme je dis, ça va ensemble. Il faut épouser ces deux sciences pour rendre nos projets les plus signifiants possibles et les faire accepter auprès des décideurs, qui soient municipaux, gouvernementaux, privés, mais il faut vraiment pousser la biophilie parce que le contact avec la nature, c'est essentiel et il faut s'entourer de nature. Donc, merci. Dans quelques temps, fort probablement l'année prochaine, on va avoir 2 cours de formation continue pour aller un petit peu plus loin pour expliquer ce qu'est la biophilie. Merci.
Merci Claude Mallet, c'était vraiment inspirant. Nous avons plusieurs questions. Donc, Oui, mhm. parfait. Je replace mon écran. Oui, parfait. Donc la première, c'était une question anonyme. Où peut-on trouver les études qui démontrent les bienfaits psychologiques, sociaux et économiques mentionnés? Ah mon Dieu, allez là tout de suite consulter, faites biophilie sur Google Scholar et allez tout de suite consulter là, les données du groupe Thérapin, les documents que je vous ai mis en référence et vous allez avoir là, une grande liste de liens. Toutes les références de recherche sont là, pas toutes, parce qu'il y en a des millions de références. Et vous faites des petites recherches sur Internet, vous allez trouver beaucoup de recherches là, en sciences sociales, en psychologie, en neurosciences, qui font le lien entre la nature et la biophilie. Il y en a des plus que j'ai pas arrêté d'en lire depuis les deux dernières semaines, justement pour me préparer à répondre à vos questions. Ok. Et également, Viviane Jobin, si je prononce bien. Avez-vous des exemples de caractéristiques spatiales de la nature dont on peut s'inspirer à des fins biophiliques? Des caractéristiques, oui, spatiales, mais comme je vous disais, on aime avoir de la vue. On n'aime pas être étouffé, donc avoir des espaces qui nous permettent d'avoir de la vue. Comme je disais aussi, avoir des espaces qui nous permettent de découvrir, pas tout voir d'un coup, là, découvrir donc des chemins qui nous montrent pas tout, mais qu'on a le goût de découvrir. Euh, et les références que je vous ai mis, les livres que je vous ai mis, peuvent vous aider justement là, à exploiter ces, ce principe-là de l'espace. Dès qu'on utilise la lumière naturelle, puis on y met des végétaux, déjà là, on gère, on y ajoute. Les murs végétalisés à l'intérieur, les murs végétalisés à l'extérieur permettent d'apporter un espace plus biophilique. Donc, il y a une multitude d'exemples. Je vous recommande là, d'aller voir les références que je vous ai mis dans la présentation. Je vous invite aussi à lever la main si vous voulez dire vous-même la question. Sinon, je veux lire les questions qui sont dans le Q&A. Donc, l'autre question par Alexandre Warnet. Quels sont les meilleurs exemples au Québec de réglementation, code d'urbanisme et d'autres qui intègrent la biophilie? Autrement dit, comment être force de propositions efficaces auprès des municipalités pour intégrer l'aménagement et l'architecture biophilique dans les règlements et d'assurer leur application transversale? Très bonne question où je n'ai pas les réponses, malheureusement, parce que je ne suis pas là dans ces réglementations-là. Mais assurément que toutes les réglementations qui vont permettre l'amélioration de l'intégration des végétaux, toutes les nouvelles réglementations là, en lien avec l'environnement, la gestion des eaux pluviales, l'amélioration là, de la végétalisation. Québec vert va travailler beaucoup là-dessus là, dans les prochaines années. Euh, dans les codes du bâtiment, tout ce qui va être en lien avec le bien-être des occupants. Et c'est à nous de pousser ces notions-là également et d'en faire la promotion parce que c'est encore malheureusement peu connu. On a de la difficulté. Là, il y a une réglementation pour les toits végétalisés ou les toits blancs. On a de la difficulté à intégrer les toits végétalisés. Mais si il y a une réglementation qui favorise encore plus l'intégration des toits végétales et qu'on y prouve l'impact biophilique sur le bien-être et non juste sur la gestion des eaux pluviales, mais également sur le bien-être là, des citoyens, ça va aider. Mais assurément qu'il faut changer des réglementations. Une des meilleures réglementations serait de faire payer pour chaque projet
l'eau pluviale qui doit être gérée à l'extérieur de ce projet-là. S'il y avait une taxe là, sur l'eau pluviale, ça aiderait beaucoup. Dans certaines régions, c'est fait et ça permet l'implantation de beaucoup de phytotechnologies. Mais je suis désolé, je ne peux pas là, mettre de lien direct là, sur la réglementation. Je ne suis pas assez au fait. Ok, nous avons une autre bonne question. Impliquer la biophilie semble beaucoup de maintenance. Comment transmettre des connaissances pour faire en sorte que ces aménagements survivent à long terme, mort végétalisée, jardin, etc. Bien, ça dépend toujours de la conception de départ et également de ce qu'on veut. Hein. Si la nature, elle évolue. Donc, les aménagements phytotechnologiques qui utilisent des plantes et les aménagements qui devraient être faits de plus en plus à l'avenir et qui sont inspirés sur la nature devraient être évolutifs. Donc, pour la maintenance, mais il faut accepter le fait que oui, la végétation va évoluer et plus on fait une conception qui va permettre l'évolution dès le départ, mieux ça va être. Si on fait une conception très contrôlée où on n'accepte pas, entre guillemets, une mauvaise herbe, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pas inspiré par la nature. Donc, la maintenance, oui, il y a toujours des maintenances parce qu'on travaille avec le vivant. Il faut éviter l'implantation de plantes qui vont être envahissantes, des plantes qui sont à éviter, mais aussi se permettre de se donner un espace de liberté naturelle. Et d'ailleurs, il y a une flore spontanée qui s'installe en ville et elle est excellente. Il faut changer notre regard sur la végétalisation. Ouvert mention ajoute aussi le caractère fractal est une dimension très importante de la nature dans l'espace. Le caractère fractal, Est une dimension très importante de la nature dans l'espace. J'imagine que c'est pour ajouter à l'autre question sur l'espace. oui, l'espace et les surprises, puis oui, oui, tout est fractionné oui, dans la nature et oui, c'est important. Oui, je ne sais pas si je saisis bien là, l'idée qui a été mise en avant-plan, mais oui, dès qu'on s'inspire de la nature, là, c'est positif. Oui. Donc, finalement, quelqu'un demande, serait-il possible de partager le lien vers la revue qui a été mentionnée? Ah ben oui, Biophilic Cities. Vous faites juste Google Biophilic Cities, vous allez arriver directement sur le lien et vous pouvez télécharger gratuitement toutes les revues qui ont publié. Pas plus Euh, compliqué. Merci encore. Et il y a une autre question, mais en même temps que vous mentionnez la réponse, donc je ne vais pas la mentionner, mais euh, il y a-t-il des études ou technologies biophiliques dont on profite des bienfaits autrement que par la vue? Je pense que ça a été déjà répondu. Oui, c'est ça, le son, l'olfactif, la sensation. En réalité, tous nos sens sont sensibles à la nature. Donc, tout ce qui peut faire une référence à la nature l'odeur, les changements de température qui ne sont pas visuels ont un impact positif. Oui. Donc, s'il y a une autre question, c'est le moment. Sinon, merci encore. Ah, une question. Ok, je vois. Importance de concevoir avec des accès universels pour que la biophile soit disponible pour tout. Fauteuil roulant possède différentes hauteurs pour les enfants, coût d'accès, etc. Oui, tout Marie. à fait. C'est certain que si on veut entrer, l'accès à tous est toujours important. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'entrer. C'est simplement le voir. Donc, si on le voit des zones qui sont déjà accessibles à tous, l'impact biophilique va être là.
Donc, moi, mon lien avec les phytotechnologies, bon, dans tous les aménagements là, de gestion des eaux pluviales sur les rues, ben, les gens peuvent passer sur les trottoirs, tout est conforme aux normes là, pour la mobilité. Mais si on y ajoute une touche, admettons, là, dans nos aménagements de gestion pluviale, des arbres qui vont jouer avec la lumière, des graminées qui vont faire du mouvement, certaines plantes qui vont permettre d'attirer les oiseaux, puis on va avoir des petites surprises qu'on n'avait pas pensé en voyant des oiseaux, des écureuils, il va y avoir du mouvement. Tout ça, c'est positif. Donc, c'est une touche de plus pour apporter une valeur ajoutée, la biophilie, à toute phytotechnologie. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous. Et assez grand nombre. Ah, des questions continuent. Ah, merci beaucoup. Oui, j'attends. Ah, Marie-Louise Bédard me dit merci beaucoup pour répondre aux merci. commentaires. Donc, notre prochaine activité sera une formation sur la conception et la réalisation des aires de biorétention offerte par Mélanie Glorieux le 29 novembre et le 7 décembre. Vous pouvez vous inscrire à notre infolettre pour ne rien manquer et vous inscrire à nos activités. J'aimerais au nouveau inviter ceux qui ne le sont pas déjà à devenir membres de la SQP. En étant membre, vous avez un accès exclusif à une foule de publications scientifiques, des rabais sur nos activités, notamment à notre colloque annuel et surtout un accès exclusif aux enregistrements de nos activités. Les tarifs est de $50 par année. En terminant, je me remercie à nos partenaires Desjardins, l'Institut national de la recherche scientifique, du Centre de formation horticole de Laval, de Membrane Hydrotech, de EXP et de Rousseau Lefebvre pour avoir permis la tenue de ce webinaire. Merci à tous les participants et un plaisir de vous revoir lors de notre formation et ou dans notre prochain webinaire en janvier. Il y a plusieurs événements qui se viennent, donc merci Julie Lapal, merci beaucoup pour cette présentation inspirante qui montre toutes les possibilités pour améliorer nos environnements urbains et ainsi augmenter la biodiversité. Odette Saboury, merci pour cette intéressante présentation. Alexandre Varnet qui était très active. Merci pour toutes ces informations très captivantes. Merci Claude, c'était passionnant, disait Anne-Marie Saint-Germain. Donc, merci pour tous ces messages. À mon tour de dire un merci, moi, je veux remercier toute l'équipe fantastique de la SQP et je souhaite longue vie à la Société québécoise de phytotechnologie. Génial, oui. À la prochaine, bonne journée. Merci.